Bretagne 5, il est 8h16. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et ce matin, notre invitée politique est Tiffaine Siret. Elle est porte-parole de l'UDB, l'Union démocratique bretonne. Elle a fait la route depuis Auray, je peux le dire, pour être ce matin avec nous en direct au micro de Bretagne 5 matin. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler ce matin de politique et on va parler peut-être plus de politique régionale. On a le sentiment que la politique régionale est un peu plus, si vous me permettez le terme, calme que ce qui se passe au niveau parisien, dans une agitation qui est ce qu'elle est aujourd'hui et voilà, qui est peut-être ressentie ici en Bretagne. On en parlera de ses conséquences de ce qui se passe en fait à l'Assemblée nationale où vraiment beaucoup de choses ont influé sur la vie bretonne. J'avais envie de vous entendre sur la politique bretonne et sur la place de l'UDB ici en Bretagne. L'UDB qui milite depuis des années pour une régionalisation, on peut le dire comme ça. Alors, je ne sais pas si c'est plus calme en Bretagne. En tout cas, les mouvements sociaux qu'on a pu voir pour Michelin, par exemple, ou pour les médecins en Centre-Bretagne ont plutôt tendance à montrer que ça bouge quand même et qu'il y a des matières à se mobiliser, en tout cas en Bretagne, un peu partout. Donc, je ne sais pas si c'est plus calme. En tout cas, on a beaucoup à faire. Je parlais plus de l'agitation politique parisienne. Pareil, je ne sais pas si on n'est pas agité. Il faudrait voir après les sessions du Conseil régional comment ça va se passer aussi avec les groupes minoritaires. Il est possible que ça bouge un petit peu, surtout que ce sont des questions de budget. Donc là aussi, il y aurait des choses à en dire. Après, c'est vrai que la place de l'UDB sur l'échiquier politique breton, il est intéressant parce que on est un vieux parti, un vieux. 60 ans, on a fêté nos 60 ans en mai dernier, et puis c'est un parti qui est très militant, qui est très présent sur justement, comme je disais, que ce soit pour soutenir la Fonderie de Bretagne, Michelin, ou encore toutes les causes à la fois sociétales, qui se passent en Bretagne. Donc c'est important, on est de toutes les manifestations, pareil pour la Thalasso, le projet de Thalasso sur l'Armor-Plage par exemple. Donc il y a beaucoup de choses finalement sur lesquelles on a un avis, sur lesquelles on se positionne, sur lesquelles on milite aussi. Et on a aussi une dimension de réflexion sur ces sujets-là, puisqu'il ne s'agit pas uniquement de montrer notre soutien, mais aussi d'apporter des solutions, des réflexions sur ces projets-là. Et donc, on a bientôt des nouveautés qui vont sortir, qui vont nous permettre aussi de communiquer sur des sujets qui sont importants aussi dans la société bretonne. Alors, vous m'avez confié tout à l'heure, hors antenne, qu'il y avait beaucoup de discussions au sein de l'UDB également. Discussions aussi après ce qui a été imposé par le pouvoir central, c'est-à-dire cette dissolution et toutes les conséquences que l'on constate aujourd'hui. Il y a eu une grande discussion. Est-ce que... qu'est-ce qu'il en est sorti finalement de cette discussion avec les militants? Comment ont-ils vécu cette dissolution ici en Bretagne? Alors c'est vrai que les deux séquences qu'on a pu vivre récemment, à savoir les élections européennes et puis les élections législatives, un peu surprises, n'ont pas été très bien vécues par les militants pour plein de raisons, notamment pour des alliances aux élections européennes qui n'étaient pas à notre avantage et qui ne sont pas de notre fait d'ailleurs, puisqu'on fait partie d'une fédération par ailleurs qui nous permet d'aller aussi à ces élections-là. Et puis... il y avait des alliances avec la gauche, on peut le dire comme ça. Il y en a eu, et puis ça a été compliqué. Finalement, nos alliés habituels que sont Europe Écologie Les Verts, ça n'a pas pu se faire pour plein de raisons internes aussi à Europe Écologie Les Verts. Et ça a été très mal vécu aussi. L'UDB a fait campagne comme elle a pu sur son territoire et ailleurs. D'ailleurs, je salue ici le travail de Lydie Massard, notre ancienne de fait députée européenne, qui a beaucoup œuvré pendant ces 9 mois de mandat, et surtout en tant que tête de liste donc de Région et Peuples Solidaires sur cette élection-là, parce que c'était pas gagné, parce que c'était compliqué, et qu'elle a fait un travail remarquable à ce moment-là, et c'était important pour l'UDB aussi de soutenir cette candidature-là. Et sur la partie législative, effectivement, l'idée non pas de rejoindre le NFP en tant que NFP, mais de soutenir une candidature unique quelque part, a fait sens, effectivement, pour nous aussi. Ça a été un débat interne important entre nos ambitions autonomistes qui sont importantes et ce besoin d'unité. Et je rappelle quand même que les élections législatives, elles servent aussi à financer les partis politiques et donc la diversité des expressions politiques en France. Et donc ce choix qu'on a fait à ce moment-là de ne pas se présenter, c'est aussi un choix financier difficile à assumer pour nous, qui aura des conséquences et donc qui n'est pas anodin. Et de ce fait-là, on a eu besoin, c'est vrai, de se retrouver, c'est ce qu'on a fait fin novembre dernier avec les militants pour faire le bilan de cette année qui a été complexe pour nous et de voir quelles perspectives on pouvait ouvrir pour les années à venir dans un
court, moyen et long terme. Avec une demande, on en parle souvent sur cette antenne de la demande sociale des Françaises, des Français, des Bretonnes, des Bretons, et également avec des diversités, demandes qui se font différemment selon les régions. Alors ici, vous me permettrez ce matin de parler de la Bretagne, évidemment. Ici, il y a une forte identité, il y a une forte demande culturelle également. Vous parliez de l'UDB qui est très implanté. Qu'est-ce que ça peut être demain, le cheminement de la Bretagne? Est-ce qu'on peut aller vers le chemin d'une autonomie ou d'une plus large décentralisation? Et finalement, est-ce que ça ne correspond pas à l'ère du temps, alors qu'on voit quand même que le pouvoir est très usé, hein, le pouvoir central? Ce qu'on voit en tout cas, c'est que on nous vend depuis très longtemps un roman national qui ferait que la République est une et indivisible, ce qu'elle est peut-être, mais ça dépend ce qu'on entend par une et indivisible. Est-ce que c'est un chapeau pour effectivement plusieurs types de politiques publiques, ou est-ce que ça veut vraiment dire qu'on fait abstraction des disparités, des différenciations locales? C'est à voir comment on interprète ce chapeau-là. En ce qui nous concerne, on estime qu'à l'UDB, que notre programme, c'est s'émanciper. Donc ça veut tout dire déjà dans le titre, c'est-à-dire qu'il y a aussi une reconnaissance des peuples, en France, des différents peuples existants, de leur identité, de leur spécificité aussi. C'est un peu comme en pédagogie, quand on fait de la pédagogie différenciée, on pourrait imaginer, dans un État plus fédéral, plus fédéraliste aussi, d'avoir des régions qui ont des régimes différents selon leur spécificité, que ce soit agricole, industrielle, linguistique, scolaire éventuellement. On pourrait pousser jusque-là. Et de se dire, est-ce que c'est important et comment on gère ça, puisqu'on n'a pas affaire aux mêmes problématiques, et c'est normal, si on est du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, face aux politiques qui sont déjà mises en place, face à notre histoire aussi, qui est différente. Et donc, c'est des choses à prendre en compte qui, sur la question de l'égalité, est importante, ça on ne le nie pas, mais par contre il y a une question aussi d'équité qui serait à envisager aussi en fonction des territoires. Donc le vœu de l'UDB, c'est effectivement l'autonomie, c'est pas l'indépendance, il faut bien faire la différence entre les deux. Oui, ça c'est un mot qui faisait encore peur, même autonomie il y a quelques années. Tout à fait, et l'autonomie c'est plutôt d'être mettre chez soi des politiques publiques et surtout de la finance. C'est-à-dire que est-ce qu'on ne pourrait pas effectivement lever l'impôt en Bretagne, sur certains impôts en tout cas, qui permettrait d'avoir de meilleurs budgets à la fois pour les régions et les communes, les intercos, pour pouvoir justement mener à bien ces politiques publiques plus proches des territoires. C'est une vraie question, nous on est persuadés que oui, et c'est tout notre travail de persuader les gens, de se dire qu'en fait, plus c'est centralisé, plus on s'éloigne finalement du besoin des gens, et on le voit bien sur la question de la culture, puisque quand on regarde les dotations, alors il y a des questions de nombre d'habitants, d'accord, mais l'Île-de-France ponctionne une très grande partie du budget de la culture en général, au détriment d'autres régions. Et donc, on pourrait se poser la question d'un plus juste équilibre, justement, entre les régions. Alors, on va en parler tout à l'heure de la culture, parce que c'est important ici, en Bretagne, la chose culturelle. Juste sur le nivellement, il y a ce danger de nivellement d'un État tout-puissant, central, mais il y a aussi une peur de fracturation de la France. On entend ces voix qui disent, oui, si demain toutes les régions deviennent autonomes, finalement, la France n'existe plus. Comment rassurer ces Français qui pensent ça ? Pour les rassurer, pour dire que la France sera toujours la France, ça ne change rien à ce qu'est la France en tant que construction de l'État. C'est-à-dire que la France a une histoire qui va continuer après nous, et la différence, c'est peut-être de voir comment on voit cette histoire-là, quel regard politique on porte sur l'histoire de notre propre pays, qui est une construction, bien sûr. Si on remonte très loin dans l'histoire, en fait, on voit bien que c'est différent, qu'on passe d'un royaume franc à un royaume de France. Donc ça change beaucoup de choses, effectivement, dans la perspective. Un royaume qui était le royaume des provinces aussi. Tout à fait. Et donc, effectivement, ce besoin de centralité ou de centralisation a pu être bénéfique à un moment donné. On voit bien qu'on arrive au bout d'un système aussi, même au sein de la République. Donc la France, elle sera toujours la France, elle ne disparaîtra pas. Simplement, elle sera renforcée, à mon sens, par justement les stratégies locales. Nier les minorités, nier les peuples et leurs spécificités, c'est nier une partie des Français quelque part, et c'est un problème. Admettre la diversité et la célébrer, au contraire, ça renforce le sentiment d'appartenance à quelque chose de plus grand. Et donc ça, c'est important de le voir plutôt dans ce sens-là. La France n'est pas en miettes, comme on a pu le lire parfois ou l'entendre. Non, la France, elle est multiple. Et prendre en compte la diversité, comme on prend en compte la biodiversité ou la diversité linguistique, c'est très important, justement, même politiquement.
Alors justement, la diversité linguistique, elle est défendue également, j'allais même dire en priorité à l'UDB. On voit aujourd'hui, ça tangue beaucoup pour les langues. On a l'impression qu'il y a une taux de puissance française et que dès qu'on parle de breton et de gallo, allez, on va introduire la langue galaise, ça fait un peu peur là aussi. Est-ce que vous comprenez que des gens se disent « Ah oui, alors on va pas parler la même langue si le français part ». Là aussi, c'est un petit bout de la France qui disparaît. Encore une fois, je pense que c'est une idée qu'on a eue en tête, liée aussi à l'éducation, à la manière dont on nous a amené l'histoire de France, puisque il ne vous aura pas échappé que dans la Constitution, la langue de la République est donc le français, et qu'on peut interpréter ça de plusieurs manières. Soit on l'interprète d'une question administrative, auquel cas il n'y a pas de problème, soit on élargit le concept, et là, il n'y a plus de marge de manœuvre pour les autres langues. Ce qui est un vrai problème, puisque certes, dans la Constitution, on a aussi la question des langues régionales comme patrimoniales, mais quand on parle de quelque chose de patrimonial, en général, on imagine quelque chose de figé dans le temps. Or, les langues, elles évoluent encore. Le français continuera à évoluer qu'on le veuille ou non. Le gallo comme le breton continueront à évoluer qu'on le veuille ou non. C'est le principe d'une langue vivante qui évolue avec sa population. Et la question, encore une fois, d'imaginer l'identité de la France comme une seule langue est un problème puisque ça cache la réalité du terrain. Dans le terrain, on parle occitan, on parle basque, on parle alsacien, on parle corse, on parle picard aussi. Donc l'important, c'est de reconnaître ça et de reconnaître la valeur. Pourquoi ? Puisque le fait de parler une autre langue que le français, c'est une autre manière de voir le monde. Une langue, c'est pas simplement une langue de communication entre personnes, c'est aussi un lien au territoire, c'est un lien à l'histoire, mais c'est aussi une manière de voir le monde. Je ne parle pas, moi, breton comme je parle français, je n'y mets pas la même intention, comme je ne parle pas anglais ni espagnol de la même façon non plus. Il y a un imaginaire, un narratif à chaque langue, et c'est important de les préserver aussi pour ça. Je rappellerai aussi, et c'est pour ça que je fais souvent un lien avec la biodiversité et le climat, et les injonctions qu'on a à préserver tout ça pour continuer à vivre et à survivre. Il en va de même de notre diversité culturelle et linguistique, puisque la langue bretonne, elle fait partie des langues en grand danger selon l'UNESCO, donc au même titre que des plantes ou des animaux seraient en grand danger, les langues le sont aussi, et ce serait ne pas reconnaître l'importance des populations et de leur langage, que ce soit le breton ou d'autres ailleurs dans le monde d'ailleurs, dont on se préoccupe fort peu, et pourtant qui œuvrent à cette diversité des êtres humains. Alors, les langues, on se les approprie très souvent. Il y a des Bretons qui ne parlent pas breton, j'en suis un exemple, pardonnez-moi. Puis il y a aussi des gens qui arrivent d'ailleurs, qui viennent s'installer en Bretagne, qui viennent parfois de très loin, et qui apprennent le breton parce qu'il y a une envie, il y a une volonté, il y a une envie d'appartenance culturelle à un territoire. C'est important aussi de conserver ça à l'esprit. Tout à fait, puisque comme je vous disais, la langue, c'est ce lien social, évidemment, mais c'est un lien au territoire. Et les gens qui arrivent de partout et qui s'intéressent à la langue, justement, renforcent ce sentiment-là d'appartenance qui est important, nécessaire, et qui apporte autre chose. Et c'est important aussi parce que, si on prend le cas des écoles, par exemple, le fait de savoir, de comprendre d'où on vient, dans quelle rue on habite, dans quelle commune on habite, c'est important puisque tous ces noms-là ont un sens en breton, et donc ça permet de savoir d'où on vient. Vous parliez des écoles. Je fais une petite assertion parce qu'elle est importante aussi. En Bretagne, il y a un grand soutien de la langue bretonne, de la langue galaise également, par la région administrative. Mais il y a aussi des réseaux associatifs. On va penser tout de suite au réseau Diwan, les écoles linguistiques bretonnes, qui aujourd'hui se trouvent en grand danger, en grande difficulté. Elles sont aidées. Malgré tout, il y a eu un sursaut. Mais le modèle associatif gratuit, est-ce que demain, il faudra penser à autre chose? Est-ce qu'il a fait son temps, par exemple? Alors non, le modèle tel qu'il est n'a pas fait son temps. Et il y a deux choses à distinguer. Il y a le réseau Diwan, qui est l'association, donc réseau qui gère en fait l'aide aux écoles. Il y a les écoles. Les écoles, elles sont autonomes, elles sont indépendantes, elles appartiennent au réseau. Mais finalement, quand on regarde école par école, les écoles vont bien elles-mêmes. Alors oui, c'est pas facile d'être parent d'élève dans une école Diwan. Il y a une demande qui est forte. Il y a aussi un besoin de professionnalisation, c'est sûr, puisqu'on gère de l'humain. Mais les écoles vont bien. Le réseau va bien aussi. Simplement, la question financière qui se pose, c'est à la fois une question de personnel, c'est vrai, une question structurelle peut-être, puisque l'essentiel du problème financier, si on peut dire ça comme ça, vient aussi des collèges et lycées. Donc c'est au-delà même de la gestion de l'école, c'est le lien avec le département, voire la région pour ces collèges et lycées-là.
puisque souvent, ce sont des problèmes de bâtiments, de travaux. Donc, il y a aussi ce lien-là à recréer ou à renforcer avec les institutions publiques pour comprendre et essayer de trouver des solutions aussi que le réseau ne paye pas à la place de, on va dire, de l'institution publique. Et puis, il faut savoir aussi que Diwan, dans son réseau, emploie des professeurs qui remplacent aussi d'autres professeurs qui sont malades ou en arrêt quand l'éducation nationale ne le fait pas. Donc effectivement, on a une continuité pédagogique qui se paye et qui est nécessaire pour justement la continuité pour les enfants. Et donc ça, c'est extrêmement important. On a la chance d'avoir ce personnel-là à disposition au sein du réseau. On a aussi des conseillers qui permettent aux parents d'élèves, des AEP et des KSD, donc des associations qui gèrent l'école, d'être professionnalisées sur la question du droit au travail, sur une charte bientôt des ASEM, justement, sur des journées qui s'appellent ESCEM, qui permettent aussi d'échanger des bonnes pratiques d'école à école. Donc tout ce réseau-là est important. Finalement, la question financière qui se pose, c'est le lien avec les institutions publiques. Pourquoi ? Parce que depuis 40 ans que ça existe, enfin plus de 40 ans maintenant, c'est pas la première fois que le réseau a potentiellement des problèmes, mais ce que ça montre surtout, c'est qu'il y a une vivacité, il y a un besoin, il y a des projets qui vont sortir bientôt aussi dans d'autres écoles qui vont émerger bientôt. Donc il y a un besoin. Et surtout la question de la gratuité qui est donc posée. À mon sens, il faudra leur demander à Diwan, puisque ils sont experts sur leur propre domaine, mais à mon sens, c'est dans leur charte de base, dans leur statut, parce que, et je suis assez d'accord avec ça, Diwan se présente comme une délégation de service public, au même titre que des associations de protection de l'enfance sont des associations qui ont une délégation de service public, et donc je pense qu'il serait pas à propos de leur demander aux parents de payer, de rentrer dans un système finalement qui ne serait pas ouvert à tous, puisque je le rappelle, Diwan, c'est laïque et ouvert à tous. Avec ce rapport, effectivement, aux institutions, alors on voit, je citais la région Bretagne qui finance, qui met la main à la poche pour les écoles Diwan et aussi pour la culture. On va parler du budget de la culture, mais voilà, là encore, on est dépendant d'institutions qui sont, on va dire, en tout cas un petit peu poussé à faire des économies. C'est le cas des départements, par exemple, avec une grande incertitude étant donné la motion de censure, étant donné le projet de loi 2025 qui risque encore d'être long à adopter, on l'aura compris. Est-ce que aujourd'hui, là aussi, une forme d'autonomie de la Bretagne, une forme de décentralisation, et évidemment les moyens qui vont avec, pourrait éviter justement d'être trop tributaire du pouvoir central sur des questions aussi importantes que la langue, que la culture, que la chose sociale également? Pour moi, la réponse serait oui, effectivement, puisque c'est le projet de l'UDD d'aller sur la question de l'autonomie. Et on l'a dit en début d'intervention sur effectivement la question de lever l'impôt en région plutôt que d'attendre des dotations de l'État. Effectivement, parce qu'on a une autre manière d'envisager ces questions-là, qu'on connaît bien le terrain aussi, que ce soit les élus locaux. Ça permettrait, je vous coupe, pardonnez-moi, mais de faire aussi peut-être des économies, d'aller au plus juste pour les Bretons et les Bretonnes qui ont des aspirations aussi, d'être plus proches des demandes et peut-être de mieux cibler. Tout à fait, puis ça permettrait aussi d'unifier certaines politiques qui sont parfois gérées par les départements, mais pas de la même manière, entre le Morbihan par exemple et les Côtes-d'Armor sur des questions sociétales ou sociales. Et faire un pas de plus vers une régionalisation, ça permettrait justement d'unifier aussi l'accès aux services publics sur tous les départements bretons, ce qui est aussi important. On parlait de santé tout à l'heure. C'est un enjeu important sur la question du logement, des politiques publiques de logement par exemple. Il y aurait beaucoup à dire et régionaliser tout ça permettrait d'unifier, paradoxalement, en tout cas, un accès sur tous les départements et donc au plus proche de la population. Donc de ce point de vue-là, oui, l'autonomie, elle serait importante, au moins sur des politiques publiques. Alors les politiques publiques, vous parliez du logement à l'instant, c'est un grand problème le logement en Bretagne. On parle beaucoup des résidences secondaires, mais il y a aussi les logements qui ne sont pas adaptés ou le manque de logements parce qu'on ne peut plus construire sur des terres agricoles aujourd'hui. Est-ce que là aussi il faut qu'il y ait une réflexion régionale, peut-être un petit peu en dehors des circuits habituels et parisiens ?
Ce serait intéressant, effectivement. Alors, je rappelle qu'il y a une loi qui est passée il n'y a pas si longtemps, qui a le mérite d'exister, même si pour nous, elle ne va pas assez loin pour l'UDB sur ce qu'on aimerait pour la gestion locative. Il y a plusieurs problèmes, finalement. Il y a un sujet d'insalubrité des logements, il y a un sujet, effectivement, de résidence secondaire, il y a un sujet d'accès tout court au logement. Je rappelle qu'en France, c'est 300 000 personnes qui vivent dans la rue, dont plus de 3 000 enfants, ce qui n'est pas rien et qui pose vraiment question. Et puis, il y a aussi une anticipation à avoir sur des nouveaux arrivants en Bretagne, puisque dans le contexte climatique actuel, on le sait très bien, le sud de la France va être de plus en plus sec, de plus en plus invivable, et donc il faut qu'on s'attende à un arrivée massif et progressif de population en Bretagne, qui est une zone pour le moment à peu près préservée, et qui va devoir accueillir tout ce monde-là. Et pour accueillir tout le monde, il faut anticiper et donc envisager au niveau régional effectivement des politiques de logement, que ce soit de la construction, pourquoi pas, à voir où et comment, et surtout d'aide pour la rénovation énergétique des logements, plus ciblée et peut-être moins complexe à mettre en place que les primes rénov' ou ce genre de choses-là, puisque c'est complexe à mettre en place et pas toujours accessible pour les propriétaires. Donc il y a un vrai accompagnement de ce point de vue-là à avoir. Certains propriétaires n'en font même pas la demande parce que c'est trop complexe. C'est complexe, il faut pas mal de devis. Le temps que les devis soient mis en place sur le site internet, ils sont caducs parce qu'il y a un délai. Donc effectivement, il n'y a pas assez de monde pour gérer. Donc effectivement, et puis il y a parfois aussi des arnaques sur les panneaux solaires ou autres. Donc il y a une régulation à avoir qui est importante là-dessus. Et au-delà de ça, il y a aussi la question du logement social qui est très importante. On a vu la fusion en Morbihan, par exemple, des 3 acteurs principaux pour former Morbihan Habitat, et donc qui est un très très grand parc de logements sociaux. Mais effectivement, avec la question actuelle des dotations de l'État qui baissent, eh bien, on voit une vente massive de logements sociaux qui sont dans des états pas très très bons, de catégorie E, il me semble, puisque c'est autorisé, même si c'est très réglementé. Il n'empêche que pour les locataires qui deviendront propriétaires, il y aura une vraie question énergétique à se poser. Donc là, il y a la question énergétique, certes. Et il y a la spéculation immobilière également qui intervient. Voilà, et on va en venir là-dessus, effectivement, parce qu'il y a une question de spéculation. Si on reprend juste l'exemple 2 secondes du logement social, parce que il faut que les gens le sachent, que c'est quand même extrêmement contrôlé, évidemment, et c'est heureux. Ceci dit, si le locataire ne veut pas acheter son logement, il reste dedans, donc il n'y a pas d'achat ni de vente, sauf qu'on peut aussi le déloger, le mettre ailleurs pour mettre à la vente ensuite dans le privé. Et donc, certes, il sera relogé dans un autre logement social à proximité. Moi, je vois ça dans mon quartier. Ceci dit, une fois que c'est passé dans la vente dans le privé, ça ne revient plus dans le giron du public. Et là, on a un vrai problème, du coup, de privatisation de biens publics qui pose un vrai problème. Et au-delà de ça, si on revient sur le privé et sur les résidences secondaires aussi, il y a une vraie régulation à avoir, au-delà des zones tendues probablement, puisque ça s'étend. Il n'y a pas que les littoraux, on arrive à voir ça en Centre-Bretagne aussi. Et c'est important parce que le but n'est pas d'empêcher les gens d'avoir une résidence secondaire. La question est plutôt de se dire, si on regarde les sites internet qui existent, est-ce qu'on ne peut pas éviter de spéculer, que des groupes spéculent sur des biens et empêchent la population d'accéder à ces biens-là? Pourquoi? Si on prend l'exemple d'Arzon, que je connais bien, 80% de résidences secondaires, il n'y a plus de services de proximité quasiment à l'année. Donc comment on fait quand il y a un problème? On est à une demi-heure de van parce qu'on est quand même assez loin finalement et puis on est obligé de le faire en voiture. Comment on fait si on a un souci sur ce genre de territoire-là? Donc là aussi, il y a un vrai enjeu, un enjeu que nous, on a beaucoup défendu. Alors, on adhère ou pas à la question du statut de résident, qui n'est pas un statut de résident breton, je le redis, parce que souvent, il est déformé. Non, c'est un statut de résident principal, ce qui n'est pas du tout la même chose et qui permettrait aussi de réguler un petit peu ça. Et ce qui est important sur la question du logement aussi, et c'est un peu le sens de la communication qu'on a faite envers la Caisse d'épargne, par exemple, il y a quelques semaines de ça. Qui avait mis en avant un site, venez en Bretagne acquérir votre résidence secondaire. Voilà, je schématise un peu. La Caisse d'épargne, effectivement, on avait déjà en 2021 alerté la Caisse d'épargne là-dessus, sur le site qui s'appelait Ma Deuxième Maison, et qui faisait très clairement la promotion des résidences secondaires. Et pas pour des familles qui viendraient en retraite passer leurs vieux jours, mais bien pour de l'achat d'actifs sur la Bretagne. Alors, ils ont changé depuis le nom du site, ce qui est vrai, je dois leur reconnaître ce changement-là. Maintenant, quand on fouille un peu dans le site internet, les articles problématiques sont toujours là. Et donc, en jouant à la fois sur le côté proximité et puis le côté télétravail, c'est-à-dire si votre logement n'est utilisé que 30% du temps, et faites du télétravail depuis votre résidence secondaire. Donc on joue à la fois sur les deux tableaux, ce qui est un peu embêtant, d'autant que la Caisse d'épargne
a aussi des partenariats avec d'autres entreprises qui vont dans ce sens-là, que ce soit Chasseur Immo, c'est-à-dire aider les particuliers ou les entreprises à trouver de l'immobilier, et OMI, qui est un peu comme Cocooner à Rennes, qui sont des conciergeries. Et donc une conciergerie, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des sites internet, des services pour les particuliers, mais pas que, pour justement gérer de A à Z la résidence secondaire ou le logement. Et on ne peut pas imaginer, c'est très fort peu probable que ce soit pour de la location longue durée. En tout cas, ce n'est pas du tout ce qui est mis en avant sur ces sites-là. On est bien sur la location saisonnière, courte durée et adaptée, puisque Cocooner, par exemple, ils ont, avec les IA maintenant, eh bien, on peut quasiment avoir de l'optimisation de prix sur le logement à la journée près, à la semaine près, en fonction de la demande et de l'offre. Forme d'ajustement, finalement. Voilà, ce qui permet effectivement, et c'est très, très contraignant pour les gens qui veulent y vivre, mais aussi ça crée un genre de concurrence déloyale envers d'autres types d'hébergements qu'on peut trouver en Bretagne, que sont les campings, les gîtes ou les hôtels, par exemple, puisque là, la taxation n'est pas la même, la fiscalité n'est pas la même, et même si c'est légal, ça pose un vrai problème éthique. Je voulais vous entendre, Tiffaine Siret, sur un dernier point. Il nous reste 3 petites minutes. Ça va être très rapide, mais je voulais vous entendre quand même sur la culture et les subventions à la culture. On en a beaucoup parlé, y compris vis-à-vis des radios associatives. Il y a quelques semaines, j'allais dire que bien voilà, tout est à refaire puisque le budget, le gouvernement a été censuré, le budget a été... Enfin, en tout cas, aurait pu être adopté par 49.3. Il y a un grand danger pour la culture aujourd'hui. Le danger pour la culture, on le voit à chaque fois en fait qu'il y a des projets de finances, parce que la culture est souvent un maillon faible. Pour exemple, quand on voit l'agenda 21, par exemple, du développement durable, le pilier culturel n'y est pas. Il a fallu le rajouter, ce 4e pilier, après coup. Donc ça pose une vraie question de la valeur que l'on donne à la culture. C'est, à mon sens, une erreur d'imaginer la culture comme un 4e pilier et non un pilier central, puisque quand on n'a plus rien, il n'y a plus d'économie, qu'il n'y a plus rien, ce qui reste, c'est ce bien commun qui est la culture, ou en tout cas les pratiques culturelles que l'on a et qui créent et renforcent ce lien social. Donc l'imaginer comme quelque chose d'extérieur ou de supplétif est un problème. Et ça se voit bien dans les budgets qui sont mis, puisqu'on est à peu près à plus de 4 milliards d'euros pour l'État, mais si on met toutes les collectivités ensemble, c'est plus de 9 milliards. Donc les collectivités ensemble mettent plus que l'État en fait, dans le développement de la culture, ou des cultures en tout cas, en France. Donc c'est très symptomatique finalement des choix politiques qui sont faits, et ça va avoir des conséquences, on l'a dit, sur les radios, sur l'audiovisuel public aussi. Là, il y a une alerte qui est mise aussi là-dessus, sur cette fusion en forme de holding de l'audiovisuel public qui pose de vraies questions, mais aussi sur les compagnies de spectacle, par exemple, qui pourront probablement moins tourner, puisque les budgets, même des communes, vont être réduits. Donc tout ça a un impact finalement sur notre propre diversité culturelle et sur notre manière d'envisager la création et la diffusion. Ce qui est important, c'est de diffuser aussi auprès de tout type de public. Et donc l'accès des publics différents à des produits culturels différents est extrêmement important. Donc oui, effectivement, là, il y a une très très grande vigilance à avoir, puisque la culture n'est pas optionnelle. On va là peut-être plus en ces temps difficiles et troublés. Oui, parce qu'effectivement, on pourrait se poser la question de quel type de gouvernement on va avoir, ce qui sera fait, quels choix seront faits, est-ce qu'on va vers une unité culturelle, ce qui serait extrêmement grave. Unité de la langue, c'est déjà pas la panacée, mais en unité culturelle au détriment de qui? C'est pareil, si on est pour la diversité, alors on accepte ça, cette diversité culturelle qui est très importante. Donc là aussi, il va falloir rester très très vigilant sur les projets de loi de finances qui vont arriver. Tiffaine Siret, porte-parole de l'UDB, l'Union démocratique bretonne, était avec nous en ce vendredi matin. Merci infiniment d'avoir été au micro de la matinale de Bretagne 5 pour évoquer beaucoup de sujets, et vous reviendrez parce que la Bretagne a encore beaucoup de choses à dire. Merci Brasdor. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.